Pour rien au monde, je le souhaite aux gens. Il y a des hauts, il y a des bas. J'ai fait une trêve sur mes études. Je travaille dans l'usine de ma maman. Donc c'est la première acquisition que j'ai fait. Et elle m'a dit, écoute Christophe, elle me dit, je sais pas ce que tu fais là, l'immobilier c'est difficile. Tout ne se passe pas comme prévu. Et ça me saoule. Ce que je veux, c'est prendre du plaisir. Et m'attarder plus sur ça aujourd'hui. La partie vraiment où j'aime ce que je fais. Bon, je profite de cette petite rando pour faire un bilan un peu sur mon parcours d'investisseur. Je pense que il y a des hauts, il y a des bas. Comme dans tout, ça peut paraître un peu bateau de dire ça. Mais si je retrace mon parcours, mon premier investissement, ça a été l'achat de ma résidence principale, comme beaucoup. Même si je savais pas que ça allait être pour ma résidence principale dans un premier temps, puisque quand je l'ai fait, voilà, j'ai vu le potentiel grâce à un copain qui m'a montré, je connaissais rien à l'investissement IMO, je l'avais juste vu faire des calculs toute la journée à la banque sur des petits papiers. Du coup, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien faire pareil, ça a l'air d'être sympa. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Ce qui m'a donné aussi envie de me lancer, c'est j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier. Je me suis toujours cherché. En fait, ça fait depuis que je suis petit. Je cherche toujours des idées, je cherchais des idées pour savoir comment je pouvais gagner de l'argent, comment je pouvais faire pour gagner de l'argent. Et j'ai toujours cherché, jamais trouvé. Je travaillais à la banque. Je voyais des gens qui gagnaient des sous, mais je pensais être pas capable de faire comme eux parce que je me suis dit, bah, hormis travailler à la banque et avoir fait beaucoup de petits boulots quand j'ai arrêté mes études, parce que j'ai fait une trêve sur mes études pendant 2 ans. Donc après le bac, j'avais passé un bac STI génie civil, donc un bac sur le bâtiment. Je me suis dit, bah tiens, je vais enchaîner les boulots pour gagner des sous et pour commencer à gagner de l'argent et mettre de l'argent de côté. Et du coup, j'ai fait un peu tout, vendeur de fenêtres, éboueur. Je travaillais dans une usine aussi, ça a été certainement le boulot le plus dur que j'ai fait. Je travaillais dans l'usine de ma maman et je peux vous dire que ça, pour rien au monde, je le souhaite aux gens. C'était de la mise en carton. En fait, j'étais à la sortie de machine, je pliais les dépliants, je mettais des élastiques autour et je les mettais en carton. Et en réalité, vous aviez un bruit incroyable, un bruit de fou. J'étais debout à la sortie de machine et j'attendais que les dépliants sortent et je faisais des élastiques toute la journée autour des dépliants pour les mettre en carton. Vous avez un bruit de malade, vous êtes debout et vous avez la pendule en face. Donc vous regardez la pendule toute la journée, en fait, j'attendais que le temps passe. Tout ça pour gagner le SMIC. Un peu amélioré comme j'étais en intérim, mais pas beaucoup plus. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit non, je peux pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Faut que je reprenne mes études. Quand j'ai repris mes études, j'ai rencontré une petite dame. J'ai repris d'abord des études, c'était un BTS MUC, je crois que ça s'appelait, si je dis pas de conneries. Action commerciale, un truc comme ça. Donc j'étais en alternance, je faisais ça et en parallèle du coup je travaillais dans une agence IMO. Ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer 6 mois. Et la petite dame avec qui je travaillais à l'agence IMO, et quand je dis la petite dame, c'est pas pour être condescendant ou des choses comme ça, c'est juste que elle était beaucoup plus âgée et elle m'a dit, écoute Christophe, elle me dit, je sais pas ce que tu fais là, l'immobilier c'est difficile. Alors qu'elle avait déjà de mémoire une quinzaine ou une vingtaine de biens. Elle était maline. Elle m'a dit, tu devrais aller à la banque. Ma fille a travaillé à la banque, il y a pas mal d'avantages. Donc je pense que tu devrais aller à la banque. Tu verras, tu auras un 13e mois, un 14e mois, tu auras beaucoup de congés payés. Moi, comme j'étais un petit peu jeune, influençable, j'ai dit, ok, bingo, je vais à la banque. Donc j'ai été à la banque au travers d'un BTS banque. Et du coup, là, j'ai commencé à voir qu'il y avait pas mal d'opportunités, mais sans vraiment me projeter. J'étais à l'accueil, donc c'était pas folichon. Et j'ai rencontré ce copain qui habitait à côté de chez moi et qui, lui, faisait des investissements IMO. Donc, il m'a dit, écoute, voilà, moi, toute la journée, je fais des calculs. J'essaye de rembourser mes crédits. Au début, il voulait pas trop m'en parler. Puis, à force que j'insiste, comme tout, faut être persévérant, faut pousser les gens. Moi, je suis un peu un forceur. Certes, je vais pas lâcher. Quand j'ai une idée en tête, je lâche pas et je vais au bout des choses. Donc lui, au début, il voulait pas m'expliquer. Puis à force que je le tanne, il a fini par m'expliquer, me montrer un petit peu ses calculs. C'était une méthode un peu à l'ancienne et c'est la méthode et la vision que j'avais au début quand je me suis lancé dans l'IMO. Et c'est pour ça que je voulais vous la partager. C'est que lui, son objectif, c'était de rembourser les crédits le plus rapidement possible. Donc en réalité, ce qu'il voulait, c'était ne plus avoir de crédit et toucher des loyers. Donc lui, il avait 4 biens et il s'apprêtait à faire le 5e bien. Donc quand il a commencé à m'expliquer, il s'engageait sur l'achat d'une maison, une grosse maison, qui divisait en 2 et voire en 3 un peu plus tard.
Et du coup, il m'a expliqué un peu sa vision des choses. Il me dit, bah voilà, regarde, moi je fais comme ça. Là, je rembourse mes crédits au fur et à mesure. Il faisait des arbitrages, en fait. Il vendait des apparts qu'il avait achetés. Donc peut-être qu'en total, il en avait eu jusqu'à 6, 7. Mais en fait, il vendait les biens pour pouvoir rembourser les crédits des biens, des derniers biens qui lui restaient. Donc la stratégie, elle n'est pas si mauvaise quand on réfléchit, parce que du coup, il a un patrimoine net d'encours de prêt, puisque à chaque fois, il jongle entre l'acquisition, la revente, l'arbitrage au bout de 5 ans, 6 ans. Il revend les biens et du coup, il rembourse une partie donc, des autres crédits grâce au montant du patrimoine net qu'il a généré. Sauf que bah, quand tu fais ça, tu ne te sers pas de l'effet de levier du crédit. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, c'est une stratégie, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en tout cas, et qui m'a fait visiter mon premier bien. Je me suis un peu dispersé. Donc, sur le premier bien, en réalité, c'était une grande maison, comme je vous l'ai déjà montré, que j'ai divisé en deux. J'aurais peut-être pu diviser en 3, mais j'ai choisi de la diviser en 2. L'avantage, c'est que ça a été très facile la division, puisque ça ressemblait vraiment à un bâtiment. Donc, la seule difficulté qu'il y avait, c'était l'escalier. Mais ça, je ne vais pas rentrer, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Donc voilà. Donc c'est la première acquisition que j'ai fait. Une acquisition aux alentours de 300 000, un petit peu moins. Plus les travaux, environ 100 000 euros de travaux. Et du coup, c'est la première opération qui m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir à plusieurs choses. Première chose, ça a été la partie travaux. Partie travaux, ça a été une grosse partie. Tout le monde m'a dit, Christophe, tu ne devrais pas te lancer dans les travaux, c'est vraiment complexe. Tu as plus de 250 mètres carrés à retaper, t'as jamais planté un clou, tu vas te tuer avec ça, c'est pas la peine, ne fais surtout pas ça. Donc les gens, en fait, sans le vouloir, ils sont autour de toi, c'est des gens qui t'aiment, mais sans le faire exprès. Et pour te protéger, ils vont des fois avoir des incidences néfastes sur toi, c'est-à-dire qu'ils vont te dire, ne le fais pas, c'est trop dangereux. Mais c'est pas de mauvaise foi, c'est pas pour vous décourager, c'est plus parce qu'ils ont peur, ils veulent vous protéger. Donc faites attention à ça, de vous enfermer dans votre bulle quand vous voulez faire quelque chose, et surtout de vous fixer un objectif et de ne pas le perdre des yeux, et de ne pas le quitter. C'est comme ça que vous aurez des résultats. Si vous ne faites pas ça, bah malheureusement, vous allez vous distraire, vous êtes distrait, soit par toutes les activités qu'il peut y avoir aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux. C'est pas vraiment une activité, mais c'est chronophage. Et je le vois aujourd'hui parce que même si c'est mon activité, je passe de plus en plus de temps dessus. Et ça me saoule. Donc il faut vraiment arriver à mettre de la distance avec ça et pas perdre votre objectif des yeux. Ça, c'est pour moi le plus important. Et ne jamais rien lâcher malgré les distractions, malgré le fait que voilà, vous pouvez avoir des gens qui vont essayer de vous protéger. Donc c'est important ça pour moi, de ne pas quitter son objectif des yeux et de vraiment mettre des choses en place de façon concrète pour rester focus. Donc sur cette première acquisition, j'ai fait les travaux. J'ai fait les travaux tout seul avec un de mes oncles. Quand je dis tout seul, j'ai fait le plus gros tout seul, mais bien entendu, j'ai quand même eu des artisans qui m'ont aidé, que j'ai payé. Et du coup, ces artisans, c'était quoi la leçon à la fin de cette rénovation? Ça a été que, pour moi, il y avait un gros problème au niveau des artisans en France, comme dans tous les métiers, c'est qu'il y avait beaucoup de gens pas sérieux. Il y a beaucoup de gens qui sont sérieux, qui travaillent bien, mais tu rencontres beaucoup de gens qui vont pas être à l'heure, qui vont pas venir alors qu'ils t'ont dit qu'ils venaient, qui vont faire les travaux à moitié, qui vont se dépêcher pour gagner plus d'argent et finir plus vite et bâcler le travail. Donc je me suis dit peut-être que il va y avoir vraiment des opportunités avec les travaux. Donc ça m'a permis d'ouvrir une boîte de travaux avec un de mes cousins et puis rapidement de pouvoir maîtriser cette partie-là. Pourquoi maîtriser? Parce que voilà, même si j'ai compris rapidement que je ne devais pas faire les travaux dans cette boîte, parce que j'ai commencé par faire ça sur un site comme Allo Voisin, et à rendre des petits services, bien sûr monétisés, mais je me suis dit, attends, là je retape une chambre, je me fais 900 € en 2 jours, c'est bien, ça fait 450 € de la journée, c'est top, mais peut-être que si je fais travailler les gens, je gagnerai moins, mais si je les paye 150 € par exemple, la journée, ils mettent 2 jours, ça fait 300 €, il me reste 600 € et j'ai rien fait. Donc est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Et du coup, bah voilà,
c'est à ça que j'ai réfléchi. C'est pour ça que j'ai fini par me dire peut-être que la boîte de travaux, c'est bien. Après, c'est pareil, quand vous associez dans l'entrepreneuriat, il faut faire attention. Quand vous n'avez pas la même vision des choses. Moi, j'avais jamais été entrepreneur, mon cousin non plus. Sauf que moi, j'avais une vision, c'était vraiment gagner des sous. C'est l'objectif quand on fait une société. Et peut-être que voilà, les gens ne partagent pas la même vision, n'ont pas la même détermination que vous. Donc ça peut être compliqué. Donc faites attention à ça. S'associer dans l'IMO, c'est une chose. Je pense que c'est assez passif en réalité parce que quand vous associez dans l'immobilier, vous achetez le bien, vous faites les travaux, vous mettez en place les locataires et après ça roule. Il n'y a pas de... Enfin, vous devez chercher le crédit, bien entendu. Vous devez trouver le bien. Mais une fois que vous avez fait tout ça, il n'y a plus de travail à faire. Ça va être juste de la gestion. Donc c'est beaucoup plus simple de s'associer sur de l'IMO. Il faut juste que ça soit bien encadré au travers des statuts. Mais voilà, ça reste beaucoup plus simple qu'une entreprise où il se passe tous les jours des trucs où vous devez prendre des décisions et qui peuvent avoir des conséquences sur votre société. Donc c'est important pour moi de comprendre ça pour pouvoir s'associer et s'offrir des opportunités en plus. Donc une fois que j'ai fini ma résidence principale, que j'ai vu qu'il y avait des opportunités sur la partie travaux, que j'ai vendu ma résidence principale au bout de 3 ans, j'ai dit waouh, j'ai gagné plus d'argent que je n'avais jamais gagné dans ma vie. Et je me suis dit purée, il y a vraiment quelque chose à faire avec l'IMO. Donc c'est là qu'on m'a présenté une autre opération et je me suis dit purée, il y a vraiment des opportunités parce que les gens, sur de la division notamment de maisons pour créer votre immeuble, ils connaissent pas cette stratégie. Ils savent pas le faire, ils savent pas l'appliquer, ils n'ont pas la visualisation. Donc voilà, pour moi, c'était cette opportunité-là. Pour vous, ça peut être la location courte durée, ça peut être la colocation, ça peut être plein de choses. Mais en réalité, pour moi, le gros avantage, ça a été ça. Ça a été le fait de pouvoir me projeter sur quelque chose que les gens n'arrivaient pas à visualiser. Donc j'ai pu faire une deuxième opération, une acquisition pas trop chère encore. Quand je dis pas trop cher, voilà, tout est relatif. Pour l'Île-de-France, ça reste raisonnable aux alentours de 400 000, avec encore une fois aux alentours de 100 000 euros de travaux pour 6 lots environ. Donc une maison principale, 4 appartes et un local commercial. Alors sur cette opération-là, le sujet qui était un peu délicat, mais qui m'a servi de leçon sur la première acquisition, c'est de travailler vraiment avec la mairie pour être sûr de valider ce que vous avez et de ne pas faire n'importe quoi. Parce que sur la première acquisition, j'ai construit un escalier sans savoir il y avait des règles d'urbanisme à respecter, que j'ai dû démolir et ça m'a coûté des sous. Donc validez bien vos projets en amont. Ne vous lancez pas dans des projets s'ils ne sont pas validés, c'est important. Donc ça, c'est vraiment la chose aussi que j'ai retenue, c'est que sur la première acquisition, j'ai fait des erreurs, mais ces erreurs m'ont permis après de pouvoir avancer plus sereinement sur ma carrière d'investisseur. Parce que forcément que vous allez faire des erreurs dans votre parcours. Et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Mais ces erreurs, elles coûtent cher. Et quand vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, elles font mal. Et là, ça m'a fait vraiment hyper mal, ces erreurs-là. Donc j'ai avancé sur ma deuxième opération qui s'est plutôt bien passée. J'avais vraiment bien bordé le truc parce qu'il y avait que le local commercial qui était en état et qui était loué. Mais le local commercial, en fait, il me payait la totalité de ma mensualité de crédit. Alors, pourquoi je l'ai eu si peu cher? Parce que tout était pourri. Il y avait que le local commercial qui était exploitable et qui était exploité. Et la personne qui l'exploitait a payé le loyer par chèque bancaire. Et comme elle avait un chèque qui était passé en impayé, elle était interdit bancaire. Et c'était une succession. Donc les enfants ne s'occupaient pas vraiment de la partie location, etc. Donc pour eux, il était interdit bancaire, c'était un mauvais payeur. Mais moi, quand j'ai analysé la chose, j'ai vu que ça faisait 15 ans qu'il était locataire. Je me suis dit, si pendant 15 ans il est locataire, c'est qu'il a dû payer son loyer. C'est pas possible, sinon on l'aurait mis dehors. D'autant plus que sur un bail commercial, ça va plus vite que sur de l'habitation. Alors certes, c'est pas en 1 ou 2 mois qu'on peut mettre les gens dehors, mais quand ils ne payent pas, je pense qu'entre 6 mois et 1 an et demi, sur des locaux pro, tu peux récupérer ton bien. Donc là, depuis 15 ans, ça m'étonnait qu'il n'ait jamais payé son loyer. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à vérifier. La chance que j'avais, c'est que j'étais encore à la banque à cette époque.
Du coup, j'ai vu sur le fichier qu'il avait eu 2-3 chèques qui avaient été rejetés. Et j'ai vu notamment le chèque du loyer. Sauf que j'ai vu qu'il avait fait la régularisation. Parce qu'ils m'ont fourni les justificatifs. Lui, il m'a fourni les justificatifs de ses comptes. En fait, j'ai été le voir. Et c'est pour ça que c'est super important sur votre parcours de garder toujours le dialogue avec les gens. Je lui ai dit, écoute, apparemment, tu ne payes pas ton loyer. Donc, si je deviens propriétaire, on va avoir un souci. Il m'a dit, écoute, Christophe, moi, j'ai toujours payé. Il m'a dit, oui, des fois, j'ai eu des problèmes avec des chèques. Avec la banque, c'est compliqué. Mais j'ai toujours régularisé. Il m'a fourni le relevé. Et là, je vois qu'effectivement, le chèque a bien été payé. C'est juste la banque qui n'a pas régularisé, qui n'a pas levé l'interdiction bancaire. Donc, en réalité, lui, il avait fait le nécessaire. Et voilà, il payait son loyer. Donc, je me suis dit, bah, écoute, c'est cool. Au final, j'achète un bien. Je vais avoir aux alentours de entre 1600 et 2000 euros de crédit. Et lui, il me paye déjà 1600 euros de loyer. Donc, quel est le risque que je prends, sachant que j'ai tout à retaper après, je vais pouvoir mettre en location la maison et les appartements. Donc, pas beaucoup de risques. Et en parallèle, j'ai fait une autre acquisition. Donc ça, c'était en 2018. J'ai commencé en 2015 l'investissement. En 2018, j'achète un autre studio, juste un studio dans une copro. C'est d'ailleurs le seul appartement que j'ai en copropriété. Et voilà, c'est pas des acquisitions qui me plaisent vraiment parce que j'ai l'impression de subir plus la copropriété qu'autre chose. Donc, j'ai acquis ce bien. C'était un agent IMO que j'avais en tant que client et qui faisait que de venir me voir pour des assurances, pour des trucs. Enfin, peu importe. Et moi, à chaque fois, je le saoulais. T'as pas un bien pour moi, t'as pas un bien pour moi, t'as pas un bien pour moi. Et au bout de 1 an, je pense à peu près, il a fini par me dire, bah si tu veux, j'ai un truc là. Alors c'est pas sur Paris même, c'est à 1 kilomètre. Donc à chaque fois, moi je leur lançais, vas-y, trouve-moi un truc, trouve-moi un truc. Et un jour, il finit par m'appeler, il me dit, écoute Christophe, j'ai un truc, c'est à 1 kilomètre de Paris, c'est pas dans Paris. J'ai l'habitude d'apporter ces biens-là donc à des investisseurs avec qui je bosse. Mais s'ils veulent pas, je te le propose à toi. Ok, pas de souci, vas-y, on y va. Et là, il me rappelle le soir, je pense, ou le lendemain, je sais plus exactement, il me dit, c'est bon Christophe, c'est pour toi. Le studio, il était à 70 000. Et je pense que c'est un studio qu'on vaut tous les jours 110, 120. À mon avis, c'était une succession aussi. Après, voilà, il était vraiment tout à refaire. L'immeuble n'est pas incroyable non plus, mais l'emplacement est top. Donc, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, je prends. Il me dit, ok. Il me dit, sauf que, comme je t'ai trouvé le truc, bah, on fera un mandat de recherche. En gros, il y aura une rémunération supplémentaire de ma com de 1500 euros, je crois que c'était. Ah, je lui dis, 1500 euros, allez, baisse à 1000. Il me dit, il n'a pas cherché à discuter. Il m'a dit, ok, on baisse à 1000. Donc, il a baissé sa commission de mandat de recherche à 1000 euros. Et il m'a rappelé quelques jours après, il m'a dit, écoute, Christophe, c'est bon. J'ai renégocié encore le prix, ça ne sera pas 70 000, ça sera 68 000 euros 500. J'ai dit, ah, vraiment top, magnifique. Mais je ne lui ai même pas proposé une nouvelle rémunération. Donc, je lui ai payé sa rémunération. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu, c'est la dernière opportunité qui m'a sorti. Donc, bilan de cette nouvelle opération, c'est vraiment de ne pas avoir cette vision trop comme un rat, là, de vouloir tout gratter, mais de vouloir plus récompenser les gens avec qui vous bossez. Ça paraît logique aujourd'hui, mais sur le moment, j'avais vraiment cette vision de particulier qui voulait tout gratter pour faire le plus d'argent possible. Et voilà, j'ai jamais vécu la grande vie. On n'avait pas beaucoup de sous, j'ai jamais manqué de rien. Je ne vais pas m'inventer une vie non plus. Mais ça n'a jamais été l'Eldorado, donc je partais de zéro. Et comme j'ai perdu mon papato, j'ai dû me débrouiller aussi. Donc, un petit peu en chef de famille, j'avais envie de lui faire plaisir et de lui dire, d'en bas, de lui dire, bah écoute, regarde, je me suis occupé de maman, ma mère, et puis de ma sœur. Donc voilà, j'avais envie de faire de l'argent pour pouvoir en faire profiter aussi à mes proches. Et du coup, ça a été quand même une mauvaise vision parce que même si dans le fond, c'était bien, en réalité, bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. C'est que si vous voulez faire de l'argent, il faut apprendre à être juste et à récompenser les gens qui sont autour de vous et qui vous apportent des affaires comme celle-ci
parce que c'est une pépite. En réalité, j'ai fait un crédit de 70 000 euros, je crois, sur ce bien-là. Donc j'ai apporté juste les frais de notaire, les travaux à l'époque, comme je les faisais moi-même. Ça m'a coûté rien du tout pour retaper l'appart, parce que c'est un petit appart, il fait un peu moins de 20 mètres carrés. Donc ça m'a rien coûté. Et j'ai 300 euros de crédit là-dessus pour 700 euros de loyer. Donc vous voyez que même sur une petite OP comme ça, 70 000 de crédit, on peut faire de l'argent. Après, il y a les charges de copro, il y a la taxe foncière. Donc les charges de copro impactent vraiment mon cash flow, ce qui me reste dans la poche. Mais voilà, ça reste quand même un investissement intéressant. Aujourd'hui, j'ai acheté en 2018, je crois, il doit me rester 30 000 euros de capital restant dû. Donc 30 000 euros sur un bien, je pense qu'il vaut toujours un peu plus de 100 000 malgré la baisse du marché de l'IMO. Donc ça reste quelque chose d'intéressant. Autre opération, pour aller plus vite, j'ai décidé de m'associer. Et là, je ne sais pas si ça a été une bonne chose ou pas. Parce que, effectivement, il faut faire attention, malgré que ce soit passif. L'immobilier, comme je vous disais tout à l'heure, en tout cas plus passif, toute société avec qui vous associez, d'avoir la même vision des choses. Mon associé, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que il a plus de 200 biens et c'est quelqu'un qui a réussi. Et même si je pense qu'il avait un petit peu plus de sous au départ, il n'y a pas de jalousie par rapport à ça. C'est très bien, au contraire. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul quand même. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul d'un point de vue entrepreneuriat, mais aussi immobilier. Donc c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Mais après, là, sa façon de voir les choses, qui n'est pas forcément la même que moi. Du coup, on a acheté quelques biens ensemble, en tout cas plusieurs lots. Et la difficulté là-dedans, c'est vraiment que lui, sa vision, je pense que c'est de nourrir ses boîtes au travers d'investissements immobiliers, c'est-à-dire que c'est créer un écosystème. Et c'est ce que je vous encourage à faire, c'est très judicieux. C'est-à-dire qu'il a sa boîte de transaction, il a sa boîte de gestion immobilière, il a sa boîte de rénovation. Donc, vous voyez, l'écosystème, il est parfait. Il a tout qui gravite autour de ses biens. Donc ça, c'est intelligent. Et simplement, quand vous êtes associé, on n'a forcément pas la même vision. Parce que lui, le cash flow, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pouvoir nourrir ses boîtes. Donc au travers des travaux, au travers de la transaction, au travers de la gestion. Et du coup, forcément, c'est complexe. Donc, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Parce que les biens qu'on a achetés, c'est des biens qui ne sont pas évidents, que peu de gens, je pense, auraient achetés, avec beaucoup de problématiques, notamment sur la partie gestion des locataires, sur la partie travaux, sur la partie division. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup servi. Mais ça a été un tremplin. Mais j'aime bien le faire tout seul. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, j'aime bien investir seul, en tout cas être le maître de l'investissement, c'est-à-dire pouvoir gérer les biens comme je l'entends. Donc même si je dois me réassocier aujourd'hui avec des élèves, avec des copains et des amis, avec de la famille, je cherche plutôt quelqu'un dans un premier temps qui a les finances nécessaires pour pouvoir multiplier les acquisitions, parce que pour moi, il n'y a pas de mensonge quand je dis ça. Je pense vraiment que l'immobilier, c'est illimité et que le crédit est illimité tant que vous avez les bons interlocuteurs, tant que vous ne faites pas n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est trop restrictif. Parce qu'en réalité, quand vous multipliez les acquisitions, ça peut être difficile des fois. Vous pouvez avoir vraiment des imprévus, des locataires qui ne payent pas. Ça peut vous mettre en difficulté sur certaines structures. Et du coup, vous pouvez même vous retrouver avec des impayés de loyer. Moi, je l'ai vu à la banque. Alors, ça ne m'est pas arrivé personnellement. Mais je l'ai vu plusieurs fois sur plusieurs clients qui avaient beaucoup de biens. Tu te dis, mais comment c'est possible avec tous les biens qu'il a, qui se retrouvent en impayés? En réalité, c'est possible parce que malheureusement, tu peux avoir soit des travaux, des imprévus, des gros problèmes sur les structures. Tu peux avoir des locataires qui ne payent pas. Tu peux avoir des entrepreneurs qui te font faux bond. Tu peux avoir beaucoup de choses qui fait que malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu.
Donc là-dessus, il faut faire très attention quand vous multipliez les acquisitions à être bien structuré. Et ça aussi, c'est l'élément vraiment que je retiens aujourd'hui, c'est que se structurer, se professionnaliser, c'est ultra, ultra, ultra important. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des mauvaises surprises. Au bout d'un moment, quand vous multipliez les biens, je sais qu'on a tous envie de liberté. Et moi, le premier, au début, je l'ai fait pour ça. Mais au final, ça vous offre d'autres opportunités. Moi, aujourd'hui, j'avais la structure de courtage, la structure de formation avec laquelle je vous accompagne. Et voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça demande du travail. Donc, comme ça demande du travail, ça plus les investissements IMO, quand vous commencez à les multiplier, ça devient difficile à gérer et vous en occupez moins bien. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à acheter des biens. Donc, j'ai acheté des maisons. J'ai acheté... Alors déjà, sur ces maisons, je les ai louées à des associations. Donc ça peut être bien comme difficile. Pourquoi? Parce que souvent, les associations, ils vous louent les biens plus chers. En revanche, il peut y avoir des fois un peu plus de dégradation et ils sont plus pointus sur les normes de location, même si vous les respectez, c'est normal. Mais ils vont demander beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Donc, si vous n'êtes pas aguerri dans ce domaine, je vous conseille pas de passer par des associations au début parce que ça peut être très difficile dans la gestion. Ils vont vous demander beaucoup d'éléments. Donc, faites attention à ça. Mais je me suis dit, il y a quand même un truc déjà que j'aime moins, c'est la mise en location. La partie mise en location, c'est pas l'élément préféré. La partie acquisition, c'est bien. D'autant plus que je fais rarement la recherche, hormis en ce moment, comme je change de secteur. Mais sur l'Île-de-France, j'ai des gens qui m'apportent régulièrement les affaires, donc j'ai pas besoin de les chercher. Donc là, en l'occurrence, ce bien-là, par exemple, c'est une amie qui m'a dit, voilà, je vends le parc immobilier d'une investisseuse qui investit beaucoup en France et qui part à l'étranger, qui veut vendre tous ses biens. Donc, je vends une partie de son parc IMO. Est-ce que ça t'intéresse? Donc là, j'ai retenu 2 maisons que j'ai achetées. Pas beaucoup de travaux à faire. Donc, encore une fois, très peu de gestion. Et du coup, la mise en location, ça a mis du temps à se faire la vente. Donc, on a un peu galéré. Mais l'avantage... Alors, attendez, je regarde mon chemin au passage. L'avantage là-dessus, c'est que ça a été ultra rapide. Après, une fois que j'ai trouvé les associations, je leur ai donné le bien, j'ai dû remplir le cahier des charges qu'ils avaient. Et ensuite, voilà, j'ai pu avancer très rapidement. Et je me suis dit, mais cette partie-là, c'est quand même pas une partie que j'affectionne. Donc, il va falloir que, à un moment donné, je m'occupe de ça. Et peut-être que je délègue ce travail de gestion locative parce que ça me saoule un peu. Mais j'ai continué à avancer parce que, comme je vous ai dit, moi, quand j'ai un objectif, je le quitte pas des yeux. Et mon objectif, c'est d'arriver à 10 millions de patrimoine IMO. Donc, voilà, je ne quitterai pas cet objectif des yeux et je n'abandonnerai pas tant que je ne l'ai pas atteint. Donc, je me suis dit, peut-être que ça, il va y avoir un travail à faire là-dessus. Et j'ai continué, comme je vous disais, à avancer. Il y a une personne sur les réseaux qui m'a sollicité, Christophe, écoute, je vends un bien, peux-tu me faire ton analyse, me dire si tu ne connais pas quelqu'un qui serait intéressé? Je lui dis pas de souci, je vais voir le bien avec lui. Je lui dis écoute, moi je suis intéressé, je te l'achète. Donc il m'a dit écoute, c'est bien, on tombe d'accord sur le prix et du coup j'achète le bien. Pareil, je mets un peu de temps à m'occuper de la gestion locative, donc il y avait un petit peu de travaux de rafraîchissement, mais rien de foufou. Et du coup, je lui dis écoute, c'est bon, on avance comme ça, donc j'ai le financement. À chaque fois, pour l'instant, je galère pas trop avec les financements. J'ai eu des refus de prêt comme tout le monde. Ça m'est arrivé, pareil, sur des biens où je ne me suis pas spécialement occupé. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important de bien faire les choses et de se professionnaliser. Donc là, en l'occurrence, j'ai le financement rapidement et puis j'arrive sur la partie mise en location. Et pareil, je fais ça un petit peu à l'arrache, donc je donne au premier venu. Et là, je commence à me rendre compte qu'avec le temps, j'ai de plus en plus de problèmes avec les locataires. En 5 mois, j'ai un des locataires qui est parti, m'a rendu l'appart ruiné avec des cafards, je ne sais pas comment ils ont fait en 5 mois pour transformer le truc en taudis. Et du coup, ça fait déjà quand même 2 ou 3 fois que ça m'arrive. Et je me dis, bordel, je fais pas assez attention dans la mise en place des locataires et j'ai vraiment un travail à faire là-dessus. Donc là, je viens de prendre
une personne, donc je viens de recruter pour une personne pour s'occuper de ça à plein temps. Et je vois déjà en 2 semaines ou en 3 semaines le travail qu'elle a accompli, c'est incroyable. Et je vois bien qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pas mis en place. Donc c'est bien d'enchaîner, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut se structurer, il faut se professionnaliser, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites si vous voulez avoir des résultats et si vous voulez pas avoir des problèmes. Parce que l'immobilier, c'est bien, ça peut générer des sous, mais ça peut vous coûter très cher aussi. Donc il faut faire attention, ne pas faire n'importe quoi. Et ça passe du coup par être attentif et puis mettre des choses en place avec des gens qui font les choses bien. Donc professionnalisez-vous, entourez-vous de personnes compétentes qui vont pouvoir vous aider vraiment à optimiser vos investissements, que ce soit pour les travaux, que ce soit pour la gestion. C'est ultra important. Sinon, vous aurez des surprises et malheureusement, vous risquez d'être pas content à la fin. Donc faites les choses comme elles doivent être faites, entourez-vous et voilà, ça se passera bien. Donc, si je dois faire un retour sur mes 10 années d'investissement, je pense que on a tous des points forts, on a des points faibles, on a des axes d'amélioration, mais il faut surtout se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Pourquoi vous souhaitez investir et où vous souhaitez aller? Et comment vous souhaitez atteindre cet objectif? Aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'objectif que j'avais, je voulais l'atteindre, mais pas à n'importe quel prix, surtout pas n'importe comment. Je voulais bien faire les choses et surtout, il y a des choses que je veux plus faire. La gestion locative, c'est quelque chose que je ne veux absolument plus faire. C'est quelque chose qui me saoule et que j'ai plus du tout envie de faire. En revanche, il y a des parties comme la partie travaux que j'avais lâché, complètement délégué ces derniers temps, sur laquelle je voudrais me remettre parce que je me suis aperçu que ça me manque et que voilà, si j'ai l'énergie, la force, le temps, bah, c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre et faire des trucs. Si aujourd'hui j'ai kiffé, j'ai fait des belles rénovations. Sur les rénovations que j'ai faites, voilà, je me suis fait plaisir et j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin sur les rénovations aujourd'hui, de faire encore plus du haut de gamme et de faire peut-être de la location un peu différemment. Donc peut-être me mettre plus sur de la location de courte durée, chose que je fais très peu aujourd'hui. Je fais beaucoup de location longue durée, je fais même que ça. J'ai fait un peu de location courte durée. L'expérience n'a pas été incroyable, mais je pense qu'il y a des choses à optimiser là-dessus et du coup, voilà, c'est peut-être ça que j'aimerais faire différemment, c'est avoir des systèmes, des stratégies locatives qui sont différentes, qui me permettent de générer peut-être plus de cash flow, mais aussi voilà, me faire plaisir, c'est-à-dire prendre du plaisir à faire les travaux, à faire les rénovations et à échanger avec les locataires peut-être qui viendront. Alors ça dépend où vous le faites, bien sûr, et ce que vous voulez faire. Encore une fois, moi, j'ai pas, même si je vous disais voilà, que mon ambition au niveau du patrimoine, elle est importante, mais j'ai pas une ambition de devenir milliardaire et de gagner énormément d'argent. Pas, j'aime l'argent, je suis comme tout le monde, mais j'ai pas de besoin. En réalité, les belles voitures, j'en ai eu un peu, mais voilà, c'est pas ce qui me passionne. J'aime pas les montres, j'aime pas spécialement. Et j'aime bien être bien habillé, mais j'aime pas les affaires de marque plus que ça. Donc, je me dis voilà, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, de quoi j'ai besoin vraiment pour vivre et pour avancer. Et je pense pas avoir besoin de beaucoup de choses. Donc, ce que je veux, c'est prendre du plaisir et m'attarder plus sur ça aujourd'hui. La partie vraiment où j'aime ce que je fais et ça passe par les travaux, ça passe par les différentes stratégies locatives. Donc, je pense faire les choses un peu différemment. Et du coup, voilà, je veux me concentrer sur ce qui me plaît et je vous encourage à faire pareil sur vos investissements. Donc, c'est le retour vraiment que je voulais vous faire de ces 10 années d'expérience et d'investissement. C'est que ça n'a pas été toujours simple, ça n'a pas été non plus ultra complexe. Ça a eu des moments agréables, des moments moins agréables, des moments de doute, bien évidemment. Des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, putain, pourquoi je fais ça, mais j'ai ma famille, mes amis qui sont en train de faire des barbecues, qui sont devant Netflix le soir, moi je suis là en train de trimer, en train de galérer, dans quoi je me suis foutu, je prends des risques, pourquoi je fais ça. Mais l'avantage, c'est ce qui fera la différence vraiment, c'est votre mindset et puis aussi votre caractère. Moi j'ai un caractère fonceur, donc je me pose pas non plus 10 milliards de questions. Je me dis voilà, j'ai un objectif, j'y vais, je fonce, donc je lâche pas l'objectif des yeux. Et c'est ce que je vous encourage à faire aussi si vous voulez profiter de votre expérience, parce que ça reste une expérience de vie, c'est un voyage. Et encore une fois, voilà, on l'entend souvent, mais je trouve que c'est important, il faut profiter du voyage. C'est bien la finalité de gagner des sous, et certainement que si vous commencez, c'est ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de gagner des sous, gagner des sous, gagner des sous, mais vous verrez au fur et à mesure que votre parcours qu'il n'y a pas que ça. Quand vous investissez dans l'immobilier,
Vous rénovez aussi une partie du parc immobilier français. C'est un plaisir, alors à votre échelle hein, et à mon échelle bien entendu. Mais en tout cas, ça fait plaisir vraiment d'avoir des biens de qualité. Et moi aujourd'hui, c'est ce qui me motive, c'est d'avoir des biens propres, beaux, que les gens soient contents d'être dedans, qu'ils prennent du plaisir aussi. Ça reste une expérience pour eux. Certes, vous êtes le propriétaire, eux, ils sont locataires, ils sont là pour vivre une expérience aussi. Donc plus elle est agréable pour eux, plus elle est agréable pour vous. Donc c'est agréable pour tout le monde. Donc voilà, il faut faire les choses encore une fois bien, même sur les rénaux, je pense. Il peut y avoir 2 sons de cloche. Moi, j'ai des investisseurs que j'ai rencontrés qui m'ont dit, écoute, Christophe, de toute façon, les locataires, ils vont tout défoncer. Donc autant faire une rénovation basique et puis mettre le moins d'argent possible. Et voilà. Mais moi, je suis pas de cet avis-là. Je suis plus de l'avis que le fait de faire une belle réno, bah, c'est profitable pour tout le monde. C'est profitable pour eux parce que bah, ils vont s'y sentir bien. Du coup, c'est profitable pour vous parce qu'il y aura moins de turnover. Vous exposez à avoir moins de gens qui vont dégrader votre bien, qui vont pas prendre soin du bien, même si ça arrive. Comme je vous l'ai dit, bah, voilà, j'ai eu des mauvaises expériences ces derniers temps. Mais aussi, voilà, faut se remettre en question. Ces mauvaises expériences, je les ai eues aussi de ma faute parce que bah, j'ai mal fait les choses. J'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps de choisir les locataires et du coup, bah, ça m'a pénalisé. Donc, faites les choses bien et encore une fois, bah, les résultats seront au rendez-vous. Donc voilà, c'était ce retour sur mes 10 années d'expérience. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir.